On peut aller un petit peu plus loin et faire ce que l'on qualifie généralement de Memorandum of Understanding. Alors cette fois-ci, c'est le contraire, il n'y a pas de terme français. J'ai un peu du mal à traduire en français le terme Memorandum of Understanding. Tout le monde utilise ce terme Memorandum of Understanding, MOU, MOU aussi. Donc on parle souvent du MOU dans les négociations. Le MOU dans les négociations, ce n'est pas quand les gens sont fatigués, c'est quand ils ont passé un Memorandum of Understanding et que, ils ont récapitulé un certain nombre des étapes de leur négociation dans ce document. Les anglo-saxons ne font pas vraiment cette différence, en tout cas dans la littérature anglo-saxonne, entre accord cadre de négociation et Memorandum of Understanding. C'est pour ça qu'on a parfois ces difficultés de traduction. Bon, lorsque les parties négocient, elles négocient évidemment par étapes. Et lorsque une étape est terminée, si on veut bien faire son travail et si on veut que les choses avancent, c'est quand même prudent de dire, voilà, on est déjà d'accord sur une partie de la transaction, il reste un certain nombre de points à négocier. Et un Memorandum of Understanding, c'est uniquement une liste des points sur lesquels les parties sont déjà d'accord. Alors, ça peut être des points qui sont importants, mais il reste quand même à négocier toute une série de questions pour que le contrat puisse finalement être conclu. Donc un Memorandum of Understanding, c'est un document dans lequel on dit, voilà, les parties sont en train de négocier tel ou tel document, elles se sont mises d'accord sur un certain nombre de points et elles continuent la négociation. À quoi ça sert? Évidemment, d'un point de vue pratique, tout le monde comprend. Ça sert à éviter de toujours remettre en cause les mêmes questions. Une fois qu'on s'est mis d'accord, on ne revient pas en arrière. En termes juridiques, quelle est la conséquence? Je vous le rappelle, vous êtes dans un rapport de négociation. Et donc, vous assumez des obligations de bonne foi dans le cadre de cette relation spécifique de négociation d'un contrat. Quelles obligations de bonne foi? Notamment de ne pas revenir en arrière sur des points déjà acquis sans aucune raison. Et donc le Memorandum of Understanding, il est très pratique en ce sens qu'il permet d'avancer, mais il est aussi potentiellement une source de responsabilité précontractuelle, en ce sens qu'une partie pourrait dire, surtout si le contrat finalement n'est pas conclu, mais la partie adverse est revenue en arrière systématiquement alors qu'on s'était mis d'accord sur des points importants, et donc, elle a violé ses obligations de bonne foi dans le cadre de ses relations précontractuelles. Et puis on peut aller encore plus loin et faire ce que l'on appelle une promesse de contracter. Alors là, c'est un peu un mystère juridique, la promesse de contracter. C'est prévu à l'article 22 du Code des obligations, où on dit que les parties peuvent s'engager à conclure un contrat. Donc on peut imaginer un document précontractuel dans lequel les parties s'engagent à conclure le contrat. Sauf que, évidemment, comme un contrat, c'est simplement l'accord de deux parties, si les parties s'engagent à conclure un contrat, c'est qu'elles sont déjà d'accord. Et si elles sont déjà d'accord, le contrat est déjà conclu. Donc il y a toute une série d'auteurs qui vous disent que la promesse de contracter ne sert à rien. Il faut relativiser. La promesse de contracter est souvent utilisée malgré tout parce que ça peut être une promesse de contracter unilatérale. Une partie s'engage à conclure le contrat, mais pas l'autre. Donc le contrat n'est pas encore conclu parce qu'une des deux parties reste libre. Mais une des deux parties s'est engagée à conclure le contrat. Et puis, vous pouvez agrémenter la promesse de contracter de toute une série de conditions pour que le contrat soit finalement conclu, qui fait que ces promesses de contracter restent utiles. En tout cas, elles sont utilisées assez régulièrement. Elles sont en droit suisse régies par l'article 22 du Code des obligations. Donc voilà, si vous avez un fatras de documents que l'on vous présente comme étant les documents qui ont conduit à la conclusion d'un contrat, vous posez d'abord la question, est-ce que le contrat a été conclu ou pas? Si le contrat a été conclu, ça peut être important pour l'interprétation du contrat, mais c'est moins grave. Si le contrat n'a pas été conclu, alors évidemment, les deux parties vont peut-être rechercher dans ce fatras de documents des sources de responsabilité. Et alors là, il faut commencer à faire un travail qui est parfois assez difficile, parce que les documents sont souvent assez bâtards. Vous pouvez avoir certains éléments d'une lettre d'intention, puis d'autres d'un Memorandum of Understanding dans le même courrier. Mais il faut quand même essayer de classer ces documents en essayant de distinguer d'une part la lettre d'intention, la simple volonté de négocier, d'autre part l'accord cadre de négociation, un accord sur les modalités de cette négociation, en troisième lieu un Memorandum of Understanding, les points déjà acquis dans le cadre de cette négociation, et puis peut-être, miracle, vous allez tomber sur une pépite, et cette pépite, ce serait la promesse de contracter au sens de l'article 22 du Code des obligations, qui alors elle a quasiment déjà les conséquences d'un contrat.
quel que soit le document auquel vous êtes confronté dans le cadre de ce fatras de documents que l'on vous soumet, il y a un danger important qu'il faut avoir en tête. Il faut l'avoir en tête lorsqu'on vous soumet le fatras de documents, mais aussi, et je dirais surtout, si vous participez à la rédaction de ces documents et si vous participez à la rédaction de ces documents précontractuels. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est un principe de droit suisse, si vous êtes en Suisse au moment de la négociation, mais dont on trouve des règles, pour lesquelles on trouve des règles équivalentes à peu près partout. C'est le principe de l'article 2 du Code des obligations pour ce qui est du droit suisse. Le principe de l'article 2 du Code des obligations, c'est le principe selon lequel le contrat est conclu lorsque les parties se sont mises d'accord sur les éléments objectivement essentiels du contrat. Et ça, c'est un principe qu'on trouve dans les principes unidroits, qu'on trouve en droit européen, qu'on trouve un peu partout. L'accord des parties, pour que le contrat soit conclu, doit porter sur les éléments objectivement essentiels. Et puis, il reste toute une série de détails qui ne sont pas réglés, mais ce n'est pas grave. L'article 2 du Code des obligations vous dit si les parties ne se sont pas mises d'accord sur les éléments secondaires du contrat, eh bien, le juge pourra compléter, par exemple en droit suisse, en appliquant la partie spéciale du Code des obligations. Bon, c'est à la fois l'expression de la vérité avec laquelle nous avions ouvert ce cours. Vous vous souvenez peut-être de la phrase de Balzac « Vivez tranquille sur la foi de ma parole ». Il n'y a pas besoin qu'il parle pendant 3 heures, il suffit qu'il donne sa parole sur ce qui est substantiellement l'élément essentiel de cette parole pour que le contrat soit conclu. Et c'est une réalité qui vaut pour tous les contrats. Lorsque les parties sont d'accord sur les éléments objectivement essentiels, et sous réserve du fait qu'on arrive à démontrer que d'autres éléments sont subjectivement essentiels, lorsque les parties sont donc d'accord sur la substantifique moelle de l'accord, eh bien, le contrat est conclu. Alors évidemment, lorsque vous faites un document précontractuel, et notamment un Memorandum of Understanding, avec toute une série d'accords déjà acquis, la question qui se pose toujours, c'est est-ce que les parties n'ont pas déjà conclu le contrat? Vous allez me dire, c'est un peu ambigu parce qu'elles sont en train d'envisager la conclusion de ce contrat et justement, elles font ces documents précontractuels dans ce but-là. Donc elles ne l'ont pas encore conclu, mais en même temps, on ne peut pas remettre en cause le principe essentiel, fondamental du droit des contrats, qui est qu'à partir du moment où les deux parties sont d'accord sur les éléments objectivement essentiels, le contrat est conclu. Et alors donc, il faut se remettre dans une situation où finalement il y a un litige entre les parties. Par exemple, le contrat n'a pas été conclu, mais une des deux parties n'en est pas du tout satisfaite. Et alors, elle revient à la charge en disant « Mais écoutez, nous étions d'accord sur l'essentiel. Nous étions d'accord sur l'objet du contrat, nous étions d'accord sur le prix qui devait être payé, nous étions éventuellement d'accord sur la durée de ce contrat, si c'était un contrat qui devait s'inscrire dans la durée. Donc nous étions d'accord sur tout. Bon, d'accord, on ne s'était pas mis d'accord sur le droit applicable, sur le transfert des risques, sur les limitations de responsabilité, sur les garanties, mais tout ça, c'est un fatras dont on n'a pas besoin. Le Code des obligations, si le droit suisse est applicable, il répond tout à fait clairement, et puis le juge complétera. L'important, c'est qu'on s'était mis d'accord sur l'essentiel. Et donc, le contrat est conclu. Et quand on vous dit le contrat est conclu, ça veut dire que si vous ne l'exécutez pas, vous êtes responsable selon toutes les règles que vous connaissez en matière de responsabilité contractuelle. Donc évidemment, pour l'autre partie, c'est très inquiétant comme argument. On vous dit le contrat est conclu, alors que vous ne vous y attendiez pas, parce que justement, les négociations ont échoué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention à ce risque-là, évidemment. Même si la partie adverse a tort, le simple fait qu'elle puisse se prévaloir d'un contrat déjà conclu recèle de très nombreux dangers. Vous allez vous retrouver devant un juge et expliquer pourquoi finalement le contrat n'était pas conclu. Donc il faut éviter cela. Et comment on peut le faire? On peut le faire de façon très simple au moment où on rédige ces documents précontractuels. Les anglo-saxons, qui sont toujours très pragmatiques, ont élaboré une clause absolument standard, presque un tampon qu'on peut mettre sur les documents contractuels, qu'on appelle « subject to contract ». Donc tout document est « subject to contract ». Alors si vous mettez ça presque de façon systématique sur les documents précontractuels, eh bien vous êtes sûr qu'on ne pourra pas vous dire « Ah ben non, finalement le contrat est conclu » parce que vous avez expressément réservé la conclusion finale du contrat. Ça c'est une façon, je dirais, anglo-saxonne de faire, très pratique, il faut bien l'admettre. Une autre façon de faire, c'est plus celle des pays de droit civil, mais encore aujourd'hui, tout s'est mélangé et par conséquent, il arrive assez fréquemment qu'on reprenne la technique du subject to contract
dans les négociations qui relèvent du droit d'un pays de droit civil. Mais l'autre façon plus classique, c'est de réserver une forme, c'est-à-dire de faire ce que l'article 16 du Code des obligations permet de faire, une réserve de forme. Donc de quoi s'agit-il? En soi, le droit suisse, la plupart des pays de droit civil, ne prévoit pas une forme particulière pour les contrats. Donc les contrats peuvent être conclus n'importe comment, y compris par oral. Mais les parties peuvent se mettre d'accord sur une forme particulière, ça fait partie de leur liberté, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Donc si elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent aussi dire « nous ne serons pas obligés par un contrat tant que nous n'aurons pas formellement signé un contrat en bonne et due forme avec les deux signatures des deux sociétés ». Et ça, c'est ce qu'on appelle une réserve de forme. Et alors, il est tout à fait possible d'intégrer dans les documents précontractuels, par exemple dans un Memorandum of Understanding, par exemple dans un accord cadre de négociation, la mention indispensable, à mon avis, selon laquelle, bien entendu, les parties ne seront contractuellement engagées que lorsque le contrat final aura été signé par les deux parties. C'est très simple à faire, c'est parfaitement valable, encore une fois c'est prévu même par l'article 16 du Code des obligations comme étant une possibilité, et c'est bien sûr tout à fait utile et nécessaire pour éviter le couperet de l'article 2 du Code des obligations, pour éviter qu'une des deux parties, après coup, vienne nous dire « bon, ben, finalement, on était d'accord sur l'essentiel, et donc, au sens de l'article 2 du Code des obligations, ça suffit pour que le contrat soit conclu, et donc, si vous ne l'exécutez pas, eh bien, vous êtes responsable contractuellement pour l'inexécution de ce contrat. » Voilà, donc, en ce qui concerne ces documents précontractuels, c'est difficile de les théoriser, puisqu'ils émanent de l'imagination sans frein des parties. Voilà, les parties discutent comme elles veulent discuter, on ne peut pas les canaliser dans cette discussion. Mais on peut quand même essayer de faire des catégories, voir les dangers de ces différentes catégories de documents précontractuels, et surtout prendre des précautions dans le cadre de l'échange de ces documents précontractuels par des clauses subject to contract ou par des réserves de forme. C'est, à mon avis, indispensable, compte tenu de la façon presque trop facile avec laquelle un contrat peut être conclu dans nos systèmes juridiques. Ça a un effet négatif parce que ce n'est pas très sympathique. Il faut bien le dire, il faut en être conscient comme avocat. Ce que vous proposez à vos clients n'est pas très sympathique lorsque vous êtes en train de négocier avec une partie qui, si possible, a confiance en vous, parce que sinon la négociation ne peut pas aboutir sur grand-chose. Truffer les lettres que vous lui adressez de subject to contract ou de sous réserve de la signature d'un contrat formel, ce n'est pas quelque chose de très sympathique et ça ne favorise pas forcément le bon climat de la négociation. Et alors évidemment, les commerciaux vous disent « oui, mais quand même, ces juristes, ils ne comprennent rien de ce qu'on est en train de faire. Nous, on est en train de créer un climat de confiance indispensable pour la conclusion du contrat. Et le service juridique nous bombarde de formules qu'il faudrait mettre dans toutes les lettres qu'on adresse au client. On ne peut pas l'inviter, qu'on adresse à la partie adverse, on ne peut pas l'inviter à déjeuner sans lui dire que c'est subject to contract, ça n'a pas de sens. C'est vrai qu'il y a un côté un peu absurde à être aussi pusillanime. Mais même les commerciaux doivent comprendre que nous sommes dans un système où un contrat peut être conclu très facilement. Et même les commerciaux, alors que leur but c'est de conclure un contrat, doivent comprendre que ce n'est pas forcément une bonne idée de conclure un contrat avant qu'il ne soit arrivé à son chef. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a plein de points sur lesquels les parties ne se seront pas encore mises d'accord, qui vont être complétés par un juge de façon tout à fait imprévisible et en fonction de principes sur lesquels ils n'auront aucun contrôle.